Bien, s'il vous plaît, nous vous invitons à regagner vos places le plus rapidement possible, parce que comme d'habitude, le temps nous est compté. Mais micro-trottoir, c'est 2 minutes. Hein. Par contre, si c'est pas la pression. Mais bien sûr. S'il y a 10 minutes de pression. Aucune inquiétude. Non, non, mais moi, c'est ce que je... Tout ira bien. Bien, s'il vous plaît, essayez de regagner vos places le plus tôt possible. Voilà, regagnez le plus rapidement possible vos places. Voilà, nous allons commencer cet après-midi par un micro-trottoir, le 6e micro-trottoir du service de prévention spécialisé du Conseil départemental d'Indre-et-Loire. Merci de faire silence, s'il vous plaît, qu'on puisse écouter le micro-trottoir. La parentalité, pour moi, c'est tout ce qu'un adulte peut mettre en place pour le bien-être d'un enfant, et enfin au niveau que ce soit au niveau de sa santé, au niveau de son éducation, voilà, tout ce qu'on peut mettre en place pour le bien-être d'un enfant. J'ai 43 ans et je suis agent polyvalent du service petite enfance. La protection de l'enfance, une question à la fois large et précise. Précise, ça veut dire que on apporte le mieux pour l'enfant, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse nuire à l'enfant. D'accord. Bon, et large, parce que on peut y mettre beaucoup de choses dedans, comme je viens de vous le dire, là, protéger l'enfant, et puis en même temps, amener l'enfant à aller à devenir adulte. Ça veut dire que par moment, il faut le bousculer un peu. Quel âge donc? Moi, c'est Daniel. Daniel, et vous avez... Maintenant, dans les âges des anciens, on peut dire. D'accord. Hein? Pas de souci. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en général, il y a beaucoup de violences qui se font sur les enfants, en France ou ailleurs, hein, et que ce n'est pas assez suivi, ce n'est pas pris en considération. Je peux prendre le cas personnel, par exemple, dans ma famille, il y a des enfants qui subissent des violences. On le constate au sein de la famille, mais ça va être un secret de famille. On ne va pas en parler, on va y avoir des constats et rien ne sera fait par la suite. Donc voilà, pour moi, c'est un sujet qui reste encore assez tabou et dont personne ne parle vraiment. Mireille, j'ai 25 ans malheureusement. Cadre sup à Microsoft, dans le marketing et la communication. À quel moment et pour quelle raison le travailleur social intervient-il? Derrière cette question apparemment banale et simplement formulée, se dissimule en fait toute la difficulté qu'exige la prise en considération de la singularité des situations familiales, à supposer bien sûr qu'on ne réduise pas la protection de l'enfance à une réponse
technique, mécanique, à un problème qu'on se contenterait pour cela de considérer comme global. L'exigence de co-construction qui ambitionne de prendre en compte les situations familiales nécessairement singulières ne saurait donc esquiver la complexité que constitue l'ensemble des relations entre enfants, parents et travailleurs sociaux. Cette coéducation revêt peut-être aussi une dimension politique, au moment où l'on constate que se développe, je serais tenté de dire à nouveau, du côté des politiques, des discours simplistes qui entendent affirmer que les solutions sont simples et qu'il suffit, ici et maintenant, de restaurer une autorité dont on peut considérer qu'elle est souvent parfaitement chimérique. Docteur en sciences de l'éducation, formateur et conférencier, Régis Séché nous propose donc une intervention sur la question de la coéducation et protection de l'enfance, un projet paradoxal. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui. Petit détail pour commencer, je vais être malheureusement obligé de lire mon intervention, tout simplement parce que j'aurais du mal autrement à resté dans le timing qui m'est imposé. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Catherine, qui va donc co-intervenir avec moi et qui, vous verrez, parlera de ce que les parents m'ont dit. D'abord, je me présente. Donc, je suis éducateur spécialisé de formation et j'ai été amené durant mon parcours professionnel à occuper différents postes dans plusieurs secteurs du champ social. Lorsque j'étais sur le terrain, comme on dit, j'ai longtemps travaillé comme éducateur en prévention spécialisée dans plusieurs quartiers dits sensibles. Ces quartiers avaient en commun d'être peuplés majoritairement de populations précarisées et d'être considérés comme dangereux, voire infréquentables. Dans la réalité, la situation était beaucoup plus complexe. D'un côté, effectivement, régnait un climat délétère qui se caractérisait par de profonds clivages entre les familles, entre actifs et inactifs, et entre générations. Certains jeunes occupaient massivement l'espace public, alors que beaucoup d'adultes se terraient dans leurs appartements. D'un autre côté, il existait aussi dans ce même espace des réseaux de solidarité entre personnes précarisées tout à fait remarquables. J'y rencontrais des personnes exceptionnelles, de tous âges, de véritables héros anonymes du quotidien, capables d'affronter une réalité particulièrement compliquée. Je pense par exemple à Marie-France, une mère de famille veuve de 9 enfants qui refusait toute intervention des services sociaux, se débattait dans une situation économique plus que précaire et malgré tout se préoccupait en permanence des situations les plus critiques des habitants de la cité. Dérouté par ces contrastes, je découvris progressivement que seuls celles et ceux qui vivaient sur place étaient en mesure d'en connaître les codes relationnels. C'est ainsi, grâce à Guillaume, un adolescent déscolarisé issu d'une famille monoparentale, que j'appris que la réputation concernant l'éducation était primordiale dans les relations interpersonnelles. Être en échec sur le plan éducatif pour un parent générait un puissant sentiment de honte. Ensuite, dans le début des années 2000, j'ai occupé un poste de cadre de direction pendant plusieurs années dans un service de placement familial spécialisé en Bretagne. J'y ai retrouvé ces fameuses « mauvaises familles », entre guillemets, ces parents défaillants, démissionnaires, toxiques, carencés, maltraitants, etc., etc. Les qualificatifs sont innombrables, avec lesquels pourtant le législateur, suite à la loi de 2002, nous enjoignait de collaborer. C'est donc pour des raisons très pratiques. Comment concrètement instaurer un dialogue constructif avec les parents pour que leurs enfants grandissent dans de bonnes conditions
que j'ai mené une recherche pendant de nombreuses années auprès de parents d'enfants placés, démarche que j'ai effectuée dans le cadre d'une formation universitaire qui m'a conduit à soutenir une thèse en sciences d'éducation. Comme vous le voyez, je ne suis pas un spécialiste de l'AEMO, mais peut-être que mes interrogations décalées vous permettront de faire avancer votre réflexion. Deux éléments rendent délicat l'exercice de nos métiers. D'une part, le caractère complexe de la vie sociale, et d'autre part, la nature même de ce qui nous est demandé. En effet, quelle est la finalité du travail social dans les textes officiels? Pour faire bref, elle consiste à associer l'aide et le contrôle des populations ciblées. Est-ce que ces deux missions sont réellement conciliables? Prenons l'exemple de la protection de l'enfance. Elle vise à assurer à la fois la sécurité de l'enfant et le respect des droits des parents qui l'ont mis en danger. Ces deux objectifs sont-ils compatibles? Pour dépasser cette contradiction, on peut envisager de privilégier un aspect par rapport à l'autre, en considérant par exemple que le respect des droits parentaux est secondaire par rapport à l'impératif de protection de l'enfant. Mais faire ce choix est problématique à double titre. D'une part, il ne répond pas à l'esprit de la commande légale. D'autre part, il fait fi des résultats des expériences passées. En effet, la politique dite de substitution, qui a longtemps dominé en protection de l'enfance, s'est avérée catastrophique pour le devenir des enfants. C'est d'ailleurs ce qui a présidé ensuite à l'émergence de la politique dite de suppléance, que vous connaissez bien en AEMO. On peut donc légitimement considérer que la commande légale associant deux orientations contradictoires est paradoxale. Et c'est pourtant ce paradoxe qui nous amène à interroger la finalité de la protection de l'enfance en ces termes. Protège-t-on réellement un enfant dans la durée en négligeant le travail avec sa famille? Ou en coopérant avec les parents, prend-on réellement le risque de négliger la sécurité de l'enfant? Je vais vous présenter tout au long de cet exposé des extraits d'entretiens que j'ai menés auprès de parents concernés par des mesures d'assistance éducative. Madame G a bien pris conscience de la double mission du travail social et fait part de son ressenti à ce sujet. Catherine. J'ai l'impression que l'éducatrice me contrôle plus qu'elle m'aide. Le juge a dit « Non, ce n'est pas un contrôle, c'est juste pour vous aider ». Moi, je ne trouve pas qu'il nous aide. Moi, j'ai l'impression que l'éducatrice est là surtout pour regarder ma vie, tout ce que je fais. Sur tout ce que je fais, j'ai besoin de me justifier. Je ne trouve pas que c'est une aide, c'est un contrôle. Je dois toujours faire attention à tout. Donc je me dis, faut pas que je fasse ça, parce que qu'est-ce que va dire le juge? Qu'est-ce que va dire l'éducatrice? Alors je calcule sans arrêt. Soyons clairs, c'est le point de vue de Madame G, et d'autres parents ont des avis très différents. Nous y reviendrons. Mais d'abord, quelques mots sur qui sont ces parents d'enfants placés. En France, les enquêtes sociologiques s'accordent toutes pour constater l'existence d'une forte corrélation statistique entre appartenance sociale et mesures de protection de l'enfance. Cette constatation n'est pas nouvelle et a amené les pouvoirs publics à s'interroger. La pauvreté serait-elle une cause du placement des enfants? Une des recherches les plus incontestées à ce sujet a été menée en 2000 par deux inspecteurs de l'IGAS, Nave et Catala. La conclusion de leur rapport est très intéressante. Première partie de la phrase de conclusion. Aucun des enfants accueillis provisoirement ou placés dont la mission a examiné la situation n'a été séparé de son milieu actuel du seul fait de la pauvreté de ses parents. Dit autrement, à ce stade, le propos est clair. Non, la pauvreté n'est pas la cause du placement, en tout cas pas la cause unique. Mais poursuivons. Même s'il est impossible de nier l'importance du facteur précarité dans les séparations enfants-parents subies. Cette fois, Nave et Catala réaffirment l'importance de la corrélation constatée entre pauvreté et placement. Qu'en penser?
C'est simple, une corrélation statistique n'est pas une causalité. Le lien existe bel et bien entre pauvreté et placement, c'est indéniable, mais l'un n'est pas la cause directe et unique de l'autre. À ce sujet, il est primordial d'éviter tout malentendu. D'une part, si environ 80% des familles concernées par les mesures d'assistance éducative appartiennent bien aux couches sociales dites défavorisées, les 20% restantes, c'est-à-dire près du quart, sont issus d'autres milieux sociaux. D'autre part, même si la majorité des foyers concernés vivent dans la précarité, cela ne signifie absolument pas que la majorité des familles pauvres sont en difficulté sur le plan éducatif. C'est même le contraire. Fort heureusement, ces mesures d'assistance éducative ne concernent qu'une petite minorité des familles dites dans le besoin. La grande majorité des familles pauvres s'en sortent bien, et même certaines fort brillamment, dans l'éducation de leurs enfants. L'éducation est d'ailleurs considérée comme primordiale dans les milieux populaires. Elle conditionne la possibilité aux enfants d'échapper à la reproduction de la misère sociale. Ceci dit, il est incontestable que certaines familles sont dépassées. Mais quand on y réfléchit, qu'est-ce qui est le plus surprenant? Que la misère ait des répercussions sur le plan éducatif, ou que la plupart des familles pauvres élèvent très correctement leurs enfants? La grande majorité des parents d'enfants placés connaissent donc des conditions d'existence précaires, cumulant des difficultés sur différents plans: revenus, santé, mobilité, emploi, logement, etc., etc. Beaucoup d'entre eux sont même issus de familles défavorisées. Pour ceux qui ne le sont pas, la plupart traversent des situations douloureuses dans divers domaines. Mais comment ces parents vivent leur situation? Quand j'ai commencé ma recherche, je me suis vite aperçu que, curieusement, très peu d'études universitaires s'étaient intéressées à cette question. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre d'une cinquantaine de ces familles sur plusieurs départements du centre et de l'ouest de la France. Une première analyse des récits mise en évidence l'importance du thème de la souffrance. Quand on y regarde de plus près, on distingue deux causes principales à cette souffrance. D'une part, celle liée à la relation avec l'enfant, à son éloignement dans le cas de placement, au sentiment de ne pas être à la hauteur, à la peur de ne pas être capable de rétablir une relation apaisée. J'ai énormément souffert, même pour le dernier. J'ai été très mal pendant longtemps. Une souffrance énorme. J'avais mal partout. Ça faisait très mal. C'est ce que nous dit Madame C. D'autre part, la souffrance liée au regard extérieur, au sentiment d'être stigmatisé, du fait non seulement de la défaillance sur le plan éducatif, mais de l'intervention des travailleurs sociaux qui viennent attester, je dirais, publiquement, officiellement, ces difficultés. C'est ce que nous confie Madame J. Surtout qu'on vous dit, on vous le fait sentir, que vous n'êtes pas bonne, néfaste, bonne à rien. Vous êtes une merde. Ce sentiment d'être méprisé contribue à la dévalorisation de soi, dévalorisation renforcée quand la personne se trouve dans une situation socio-économique précaire et pour qui, justement, l'éducation d'un enfant est un moyen quasi unique d'être reconnu positivement. Madame W nous dit: parce que quand vous avez une étiquette dans le dos, vous l'avez pour un bon moment. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours cette étiquette dans le dos. Si donc la question de la souffrance est une caractéristique commune du vécu des familles d'enfants placés, les points de vue sur la mesure elle-même, sont par contre très contrastés, voire totalement opposés. Finalement, il y a autant de façons de vivre cette situation qu'il y a de parents. Le placement d'un enfant s'inscrit toujours dans une histoire singulière. Malgré tout, j'ai pu repérer quelques similarités entre les discours. En comptabilisant les avis exprimés, je fus tout à fait surpris de constater que ceux-ci sont si bien partagés qu'ils se divisent en deux parts quasiment égales. La moitié du corpus acceptait la mesure, l'autre moitié la refusait. J'ai pu ainsi distinguer précisément 4 façons différentes de vivre cette situation.
D'abord, du côté des parents qui contestent cette décision, certains considèrent qu'elle l'est et a toujours été injuste. J'ai qualifié ce premier groupe comme exprimant la révolte basée sur un sentiment d'injustice. C'est ce que nous explique Madame H. Ils pensent que les enfants sont en danger, alors que ces enfants ne sont pas en danger. Et finalement, ils font souffrir autant l'enfant que le parent. Et nous, qui n'avons rien fait de mal, qui nous débrouillons, comme on peut gérer tout ça, on nous place nos enfants. C'est injuste. Il y a des placements qui sont justifiés et d'autres qui sont vraiment injustifiés. Toujours pour les parents qui contestent cette décision, un deuxième groupe apparaît. Ceux-ci refusent aussi la mesure, mais considèrent qu'au départ, elle était justifiée, mais que sa prolongation ne l'est pas. C'est donc ce qu'il appelle le caractère abusif de la mesure qu'ils dénoncent. Donc voilà le premier groupe de parents qui refusent la mesure. Maintenant, voyons du côté des parents qui acceptent la mesure. Là aussi, j'ai distingué deux groupes bien distincts. D'abord, certains sont résignés et, sans contester la légitimité de la mesure, soulignent qu'ils ne l'ont pas souhaité et ils constituent le troisième groupe. C'est notamment le cas des familles les plus pauvres qui ont connu le placement et pour qui le placement est finalement une fatalité auquel on ne peut rien faire. Alors, même s'ils s'en résignent, ces parents insistent sur la souffrance que cela cause d'avoir leurs parents, d'être séparés de leurs enfants. Enfin, il y a un quatrième groupe de parents qui, eux, l'estiment tout à fait justifié pour deux raisons, soit parce qu'ils l'ont demandé, soit parce qu'avec le temps, ils considèrent que la mesure comme tout à fait légitime. C'est le point de vue, par exemple, de Madame F. Quand un juge met le nez dans une famille, il y a toujours quelque chose. Je pense que c'est justifié, parce que je suis passée par là. Je pense que dans l'ensemble, le système est juste. Alors ça, les personnes qui disent que ce n'est pas de leur faute ou qu'il y a quelque chose qui est injuste, à mon avis, ils camouflent quelque chose. Comme vous le voyez, il existe donc une très grande diversité des ressentis et des points de vue. Il est important de rappeler que même dans une situation similaire, deux individus peuvent la vivre très différemment. Mais au-delà de ces singularités, tous les récits donc avaient un point commun, la souffrance découlant du sentiment de déconsidération sociale. J'ai voulu creuser cette question en essayant de comprendre ce que pouvait signifier ce déficit de reconnaissance. La mesure d'assistante éducative dans notre société aujourd'hui, quelles qu'en soient les raisons, suscite systématiquement une certaine méfiance. S'agit-il de parents indignes ? Cette suspicion dont les parents concernés admettent qu'elle puisse exister les conduit à revendiquer le droit au respect. La peur d'un jugement stigmatisant est évoquée par Madame L. Si je ne le dis pas que mon fils est placé, c'est parce que j'ai peur que les gens me jugent. J'ai peur qu'ils me jugent comme une mère indigne. Avant de connaître ce truc-là, je pensais qu'on ne plaçait que les enfants des parents indignes. Je les jugeais mal, moi aussi. Ces stéréotypes sont très répandus, non seulement dans la société générale, mais également dans les familles concernées, comme nous le confie M. P. Même ma famille, ma propre famille, me considérait comme un minable. Oui, j'ai beaucoup baissé la tête. Vous savez, quand on a des enfants placés, les gens ne cherchent pas à comprendre. Et puis rapidement, tout le monde le sait, obligatoirement. Tu te rends compte ? On lui a enlevé ses gosses. J'avais honte d'avoir fait des enfants et de ne pas être capable de les élever. Jamais je n'aurais imaginé ça. Les représentations sociales négatives n'épargnent pas non plus certains travailleurs sociaux, malheureusement. Elles ont des implications dans les relations entre familles et professionnels. Je m'appuie, pour dire ça, sur une recherche réalisée en 2013 par l'ONED qui dit « Les modes de représentation du parent d'enfant placé surdéterminent la façon dont les professionnels vont collaborer ou pas avec les familles. Trop souvent encore, les travailleurs sociaux estiment que le prendre soin de l'enfant est incompatible avec le prendre soin de ses parents. Le danger encouru par l'enfant disqualifie les parents dans leur rôle de protection. »
La question de la protection de l'enfance est un sujet hautement polémique parce que grevé de stéréotypes et de jugements définitifs. Qu'il n'y ait à ce sujet aucun malentendu. Que l'on prenne soin de protéger les plus fragiles du danger que peut leur causer l'attitude de leurs proches est non seulement une nécessité absolue, mais une des tâches les plus nobles de nos sociétés démocratiques. Pour autant, le placement d'enfants est souvent vécu sur un mode tragique. Le déclenchement d'une mesure d'assistance éducative peut provoquer une condamnation sans appel des proches, on vient de le voir. L'opprobre concerne aussi le voisinage et se traduit par la propagation de rumeurs dont a été victime Madame K. Tout le monde le sait dans le quartier. Il y a des ragots que disent des grandes goules. En faisant mes courses, j'étais dans un rayon, j'ai entendu en parlant de moi « Vous savez quoi? Cette femme-là, ils lui ont retiré ses mômes. Vous vous rendez compte? J'avais honte. Au lieu de me faire des sourires hypocrites, ils avaient qu'à me le dire en face. » Cette question du mépris est évoquée par de nombreux parents. Couplée avec la déconsidération liée aujourd'hui au statut d'assisté, la disqualification éducative a des conséquences sur le regard des autres. C'est ce que décrit Madame J. Par rapport aux gens, on est méprisé, pas du tout respecté. Ici, dans l'immeuble, s'ils voient une personne qui est un peu fragile, chez qui viennent les travailleurs sociaux, parce qu'il y a des problèmes avec les mômes, et en plus, qui est en vélo, qui n'a pas de voiture, pas de boulot fixe, vous n'aurez pas de bonjour, vous ne serez pas respecté, on est pris pour une moins que rien. Pour résumer, si être pauvre n'est facile à vivre pour personne, être en plus disqualifié sur le plan éducatif a des répercussions à la fois sociales et psychiques souvent occultées. Certes, cette situation n'est pas systématique et l'on peut aussi rencontrer des familles intégrées socialement qui peuvent faire l'objet d'un suivi éducatif ou des parents précarisés qui n'ont pas le sentiment d'être rejetés. Cependant, dans mes recherches, j'ai été frappé par la prégnance du sentiment de double disqualification exprimé par la grande majorité des parents que j'ai rencontrés. Cette observation a des effets importants sur les possibilités d'un dialogue visant à envisager de mettre en œuvre un processus de coéducation, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ah non, c'est bon. Merveilleux la collaboration avec Catherine. Je n'ai même pas appuyé sur le petit truc. Qu'entend-on par coéducation ? Pour le dire simplement, on peut définir la coéducation comme une coopération active des parents avec des professionnels, avec et autour de l'enfant. C'est une démarche de co-construction avec pour finalité l'élaboration de projets permettant à l'enfant de grandir dans les meilleures conditions. S'il est simple d'en définir l'objectif, il est plus compliqué de la mettre concrètement en œuvre. Pour avoir des chances de se réaliser, il est nécessaire de tenir compte des réalités spécifiques de chacun. Les adultes en présence n'ont pas les mêmes statuts, les mêmes vécus et appartiennent la plupart du temps à des mondes sociaux différents. L'enfant, lui, est cet égal paradoxal de l'adulte, c'est-à-dire à la fois tout à fait semblable et tout à fait différent. De plus, en fonction de son âge et de ses capacités de compréhension, les possibilités de dialogue ne sont pas les mêmes. Toutes ces spécificités doivent être prises en compte et une coopération féconde ne peut pas se faire sur des bases floues. Les besoins de reconnaissance mutuelle de l'ensemble des acteurs et de leurs aptitudes sont essentiels. Elle implique la conviction des acteurs que les savoirs de chacun s'avèrent insuffisants pour résoudre les problèmes éducatifs qui se posent. Monsieur Z évoque cette question. De toute façon, on doit travailler avec eux pour soulager le manque des deux côtés d'ailleurs, aussi bien le leur que le nôtre. Il faut dire que les travailleurs sociaux chargés d'aider les parents, ils sont débordés. En plus, ils manquent de moyens, d'outils qu'ils demandent. Donc, résultat des courses, eux aussi, ils se retrouvent paumés par rapport à certaines situations. Dès qu'on parvient à admettre que les ressources de chacun sont relatives et limitées, et donc possiblement complémentaires, il est possible de délibérer de façon sereine sur les objectifs éducatifs
et les moyens que chacun y consacre. Les différents acteurs se retrouvent alors côte à côte, partenaires d'une entreprise dont le succès dépend de tous et dont l'enjeu est centré sur le devenir de l'enfant. Apprendre les uns des autres est donc un aspect primordial de la philosophie de la coéducation. Aujourd'hui, sous couvert de revaloriser l'importance de l'éducation parentale, on fait la passe sur les responsabilités d'une société de plus en plus inégalitaire, renvoyant les parents à leurs devoirs, tout en les culpabilisant d'échouer à les assumer. Cela permet d'occulter les situations catastrophiques de certains territoires délaissés, où les populations comme les institutions essaient de survivre dans des conditions déplorables et où les professionnels se sentent souvent impuissants. Dans ce contexte, les familles précarisées sont et demeurent des cibles des politiques éducatives qui se décident sans elles. En matière d'éducation, la focale est centrée sur les notions de compétence et de responsabilité. Les accusations de laxisme et d'incompétence sont alternativement portées sur les différents acteurs, les enseignants, les travailleurs sociaux ou les jeunes eux-mêmes. Mais ce qui domine in fine et semble faire consensus, c'est que la principale responsabilité reviendrait aux fameux parents démissionnaires. Est-il besoin de préciser quels sont et où vivent les familles visées ? La question du déficit d'autorité est souvent considérée comme primordiale et, logiquement, la tâche première des travailleurs sociaux serait de réintroduire de nouvelles formes de contrôle socio-éducatif des parents sur leurs enfants. Certes, il n'est pas récent que les capacités éducatives des familles, et surtout des familles pauvres, soient tenues en piètre estime. Le constat des carences éducatives, entre guillemets, a justifié de façon croissante le recours à l'expertise de professionnels. Or, comment des parents saisis à partir de leurs seules difficultés et des professionnels hissés au statut d'experts en résolution des défaillances d'autrui pourraient-ils envisager de co-construire un projet éducatif ? Le principe de la coéducation implique de se départir de ces a priori qui conduisent à des procès réciproques sans fin. La coopération s'avère alors une alternative pour avancer, comme le souligne Madame H. Je me suis mise à travailler avec les éducateurs, parce que sans travailler avec les éducateurs, on n'avance pas. On n'avance pas, ça stagne. Mon mari, pendant longtemps, n'a jamais voulu travailler avec les éducateurs, mais dans le fond, ça a bloqué les choses en fait. Et puis, depuis le jour où il a décidé de travailler avec les éducateurs, ça roule. Ça avance aussi, parce que je rouspète maintenant. Alors moi, je pousse. Si on ne rouspète pas, on n'arrive à rien. Si Madame H a compris que le dialogue avec les travailleurs sociaux est bénéfique pour faire avancer les choses, comme elle dit, il n'en reste pas moins que de nombreux obstacles entravent les possibilités de coopérer. Nous allons maintenant en repérer quelques-uns. À quelles conditions un dialogue entre parents et professionnels est envisageable selon les parents que j'ai rencontrés ? Pour qu'une relation constructive puisse s'instaurer, il est nécessaire que les positions respectives ne soient pas totalement asymétriques. Or, les rapports entre usagers et professionnels ont beaucoup de mal à se départir des logiques de hiérarchie des savoirs et des compétences. Monsieur B évoque cette dissymétrie. La loi est de leur côté. Nous, on n'a pas la parole. On ne sait pas s'exprimer. On n'a pas la loi. Devant eux, on n'a rien. C'est l'ASE qui décide. C'est toujours comme ça. Nous, on pourrait dire notre opinion, mais ça ne compte pas vis-à-vis de la parole des professionnels. Vous savez, les professionnels, ils savent de toute façon toujours mieux que nous. Ceux qui possèdent le savoir possèdent aussi souvent le pouvoir. Certes, les professionnels sont bien détenteurs d'une expertise précieuse et irremplaçable. Ce sont officiellement des spécialistes et leur expertise devrait les amener à tout savoir. C'est si vrai que beaucoup d'usagers considèrent que face à ce savoir, leurs connaissances n'ont aucune valeur.
Et si le véritable savoir consistait avant tout à prendre conscience de nos limites, le savoir, quand il est exclusif, devient oppresseur. Vouloir s'engager dans une relation constructive implique préalablement de considérer son interlocuteur comme détenteur d'une réelle intelligibilité de sa situation et donc d'accepter qu'il puisse avoir des choses importantes à nous apprendre. Ce qui m'a surpris dans les récits que j'ai recueillis, c'est que très souvent les relations jugées fructueuses avec les travailleurs sociaux avaient connu des épisodes conflictuels, des coups de gueule, comme le dit Monsieur T. J'ai l'impression qu'on me respecte. Une fois de temps en temps, je vais voir l'assistante sociale. Même s'il y a des coups de gueule, nous avons de bons rapports. Maintenant, j'ai l'impression qu'on m'écoute. Mais avant, ça n'a pas toujours été le cas. Ils considéraient que je n'étais pas capable de m'occuper de ma fille. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai laissé faire, parce que je n'allais pas trop bien. C'est ici qu'il nous faut revenir à la nature même des rapports entre travailleurs sociaux mandatés et parents. Les textes préconisent la recherche de l'adhésion des familles. Que signifie rechercher l'adhésion? Est-ce à dire que l'essentiel serait d'éviter à tout prix les désaccords, la confrontation? Adhérer signifie, dans le langage courant, se déclarer d'accord. Soyons clairs, l'essentiel serait alors d'amener les personnes à admettre que la mesure est justifiée et légitime, de rechercher à tout prix un consensus. Si je m'en réfère aux récits que j'ai recueillis, c'est très souvent le contraire. La confiance s'est construite dans le temps entre le parent et les professionnels parce que les désaccords ont pu s'exprimer, comme si finalement le dissensus était une étape obligée pour se faire confiance mutuellement. La finalité d'une mesure éducative est d'améliorer une situation problématique, non d'être d'accord à tout prix. De plus, si c'est bien une forme de partenariat et de collaboration qu'il s'agit de viser, ceci implique de respecter l'autre, de prendre en considération son point de vue, d'instaurer une relation qui permette aux deux protagonistes de rechercher ensemble, sans préalable, une solution aux problèmes qui se posent. Au niveau du temps, ça va? Ça dépend. Vous prévoyez combien de temps à peu près encore? 10 minutes? 10 minutes, oui. 10 minutes, ça vous va? Ouais. Oui, très bien, c'est parfait. Ce que j'ai appris et qui me surprend toujours de la rencontre avec les familles précarisées, c'est leur capacité de porter un regard particulièrement aiguisé sur les conditions permettant de coopérer de façon constructive avec les professionnels. Monsieur Z, par exemple, insiste sur l'importance de garder chacun sa place. Quand je lui suggère que nous pourrions qualifier d'alliance une relation constructive entre un travailleur social et un usager, il conteste cette métaphore. Alliance, c'est un bien grand mot. Attention, moi, je ne suis pas mariée avec eux. Il introduit ainsi quelque chose d'essentiel. La mesure d'assistance éducative est, selon les textes, toujours provisoire. Elle n'a pas vocation à s'éterniser et le lien créé doit toujours avoir en arrière-fond cet élément. Il poursuit. Alliance, on ne va pas employer ce mot-là. On va dire confiance. C'est mieux qu'alliance. D'ailleurs, dans alliance, il n'y a pas forcément confiance. Nous percevons ici toute la pertinence du propos. En resituant la relation dans le domaine de la confiance réciproque, il souligne que le fond doit l'emporter sur la forme et, subtilité supplémentaire, que l'alliance n'implique pas automatiquement la confiance. Il conclut en précisant les raisons de cette relation de confiance. Confiance, oui, confiance mutuelle, parce qu'il y a échange. Monsieur Z n'est pas un chercheur en sciences sociales et n'a pas fait d'études universitaires. Il est au chômage longue durée pour cause d'invalidité et ne possède qu'un CAP de manutentionnaire. La pertinence des analyses des usagers, y compris des plus précaires d'entre eux, bouscule un préjugé courant. Même en situation de pauvreté, les usagers peuvent, dans certaines conditions, faire preuve d'une remarquable perspicacité. En matière d'éducation, être en difficulté ne signifie pas être totalement incompétent.
Est-ce à dire que la solution serait uniquement d'écouter ce que disent les usagers, comme si eux seuls détenaient la solution aux problèmes qu'ils rencontrent? Non, bien sûr. Ils ne détiennent pas plus la vérité que les travailleurs sociaux ou que les intellectuels qui réfléchissent à ces questions. C'est bien le croisement des points de vue, la confrontation des idées, j'insiste sur le mot confrontation, l'apport des savoirs de chaque catégorie d'acteurs qui peut permettre d'envisager réellement l'évolution des pratiques en protection de l'enfance. Finalement, je suis dans les temps, je vais conclure. Pour clore cette communication, je voudrais d'abord réinsister. La protection de l'enfant est un véritable acquis de nos sociétés modernes et doit être mise en œuvre de façon la plus rigoureuse. Il est incontestable que certains enfants sont en danger dans leur environnement familial et doivent donc être protégés. Ce qui est en jeu, ce n'est rien de moins que la préservation de la dignité humaine. Mais peut-on réellement préserver la dignité de l'enfant sans prendre soin aussi de la dignité de ses parents? La réalité sociale est complexe, souvent paradoxale. Il me semble que plutôt que de le déplorer et de considérer qu'on ne peut rien y faire, nous pouvons élaborer nous-mêmes des stratégies elles-mêmes paradoxales. Je pense que la coéducation est justement de cet ordre. Quand on y réfléchit bien, est-ce raisonnable d'imaginer que des personnes considérées comme défaillantes sur le plan éducatif pourraient être des ressources pour construire avec les professionnels et leurs enfants des projets pertinents? C'est justement la principale leçon que je tire de ma propre expérience. Non seulement c'est possible, mais c'est toujours bénéfique. Certes, le caractère tout à fait singulier de chaque situation familiale doit être pris en compte, et on ne peut exclure que quelquefois cette coopération soit impossible. On doit donc admettre que la coéducation puisse ne pas être systématiquement mise en œuvre, mais c'est, à mon avis, toujours regrettable. Dernier point crucial et que je n'ai malheureusement pas eu le temps d'aborder, l'éducation est un sujet qui doit être débattu collectivement. La prise en compte des savoirs des personnes concernées et le croisement de ceux-ci avec les savoirs professionnels et universitaires est aujourd'hui d'ailleurs préconisé dans les textes officiels. Je lis. Le travail social participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes. À cette fin, le travail social s'appuie sur les savoirs universitaires, sur les savoirs des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. C'est dans le Code de l'action sociale et des familles, article D142.1.1. Il est regrettable qu'il n'y ait encore que peu d'endroits où chacune des catégories d'acteurs concernés puisse, de façon autonome, réfléchir à ces questions. En effet, le croisement des points de vue nécessiterait au préalable que les parents entre eux, les enfants entre eux également, puissent, à l'image des professionnels, ces assises en sont un bon exemple, débattre collectivement des questions d'éducation. Certaines initiatives dans ce sens existent déjà et produisent des résultats passionnants. Je pense ici au programme Croisement des savoirs d'ATD Quart Monde, auquel j'ai eu l'honneur de participer, ou aux travaux de recherche des universités populaires des parents, que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissez pas. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir invité, merci Catherine. Merci à vous. Eh bien, 14h40, ça nous laisse un quart d'heure pour les questions et puis pour quelques dessins de Pavot qui me fera signe quand il sera prêt. Il est prêt. Non, dans 5 minutes, d'accord. Donc, nous avons le temps de quelques questions. Alors, levez bien la main et surtout, voilà, ici au milieu, enfin au milieu devant, enfin au milieu à gauche, enfin ici. Alors, levez-vous de manière à ce qu'on puisse vous filmer et présentez-vous avant de poser votre question. Merci. Il faut que je me mette comme ça, autrement il ne va pas me voir.
Alors Luc, service d'action éducative administrative de l'UDAF du Rhône. Je voulais juste, peut-être plus qu'une question, faire une remarque. Et puis, il y a une question que vous avez soulevée à un moment donné. Vous vous êtes dit, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si au moment où nos moyens, à nous et les moyens de la famille, étaient réduits, est-ce que ce n'était pas à ce moment-là qu'on était le plus complémentaires? Et ça, j'adore, parce que ça me renvoie, et je pense qu'il faut que ça nous renvoie à une notion d'humilité. Je crois que la première des choses qui doit nous animer, c'est cette humilité. Et vous avez évoqué la question de la participation aux décisions des familles. Et quelquefois, on a l'heureuse surprise, rarement, de débarquer dans une famille parce qu'on a un mandat, sur des écrits qui ont été faits 2 ans avant, et on arrive dans la famille et le boulot est fait. Quelle autre preuve on pourrait avoir de la capacité des familles à avancer et à imaginer les choses? Et puis je voulais donner un exemple aussi dans cette notion-là. C'est un adolescent qui était en commission de renouvellement de mesures et tout le monde se grattait la tête pour savoir quelle décision on allait prendre. Et le gamin, 16 ans, il a pris la parole, il a dit on n'a qu'à pas faire 1 an, on n'a qu'à faire 6 mois. La mesure a été prise pour 6 mois. Voilà, donc je voulais ajouter ça à cette notion de complémentarité de ce que pouvaient amener les familles. Voilà, donc c'est davantage un témoignage qu'une question, mais si vous voulez dire 2 mots. Oui, oui, ça marche, oui. Ce qui caractérise l'être humain, à mon avis, c'est le fait qu'il est faillible. Hein? Et une relation entre un professionnel et un usager, c'est une relation entre 2 êtres humains qui ont chacun leurs limites, qui ont chacun leur intelligibilité, qui ont chacun leurs difficultés, qui sont tous les 2 singuliers. Mais là, je reprendrai l'expression, enfin, le travail, l'intervention qui a été faite avant moi par Serge Escaut. Je pense qu'il est possible, malgré tout, malgré toutes ces différences, d'admettre, enfin, si on part du postulat qu'on est faillible et que l'autre aussi ensemble est faillible et que la seule solution pour s'en sortir, c'est effectivement de s'appuyer sur ses propres limites pour construire quelque chose ensemble, alors à ce moment-là, peut s'établir une relation qui soit constructive. Le problème de la dissymétrie des pouvoirs, vous avez vu dans une diapo, la loi est de leur côté, la loi est de notre côté, le pouvoir est de notre côté, on a le savoir, on a le mandat, on a tout ça. Et on est souvent face à des gens qui sont dans des situations socio-économiques compliquées, qui sont peu intégrés ou mal intégrés socialement, qui vivent dans des territoires où on aurait du mal à vivre. Il faut quand même être très clair. Surtout aujourd'hui, ça ne s'arrange pas. Vraiment, la dissymétrie est telle qu'établir une relation dans ces conditions-là, c'est très compliqué, à moins d'admettre, justement, qu'on n'a pas l'ensemble, enfin, que notre savoir ne suffit pas, que notre expertise ne suffit pas. J'insiste quand même sur la préciosité de cette expertise. Vous êtes des spécialistes. Vous avez des connaissances dont vous mesurez sans doute pas l'ampleur. Vous êtes en plus, le boulot que vous faites n'est pas un boulot du tout facile. Ça vous demande sans arrêt de vous remettre en question. Maintenant, cette faillibilité, si vous la partagez avec les usagers auprès desquels vous intervenez, à mon avis, là peut se créer. Alors, pas forcément dans toutes les situations, hein, il faut être très clair. Il faut éviter de complètement généraliser. Mais dans un maximum de situations, il y a des possibilités de co-construire ensemble. Alors, une autre question. Levez bien la main si vous voulez poser une question. Je ne vois pas de main se lever. Si, à gauche, 4e rang, 5e rang. Bonjour, je suis Frédéric, donc directeur d'école, je suis déjà intervenu, représentant de l'éducation nationale, on dirait. Voilà, depuis plusieurs... Merci. J'apprends plein de choses ici et on a vraiment besoin de collaborer entre nos 2 institutions. Alors, depuis plusieurs conférences, j'entends parler de, je l'ai noté, déficit d'autorité de la part des parents. Et on a l'impression qu'on veut un peu se voiler la face. Nous, dans nos écoles, on remarque des enfants qui supportent de moins en moins la frustration. Et puis on voit
des familles qui, je ne sais pas comment le dire, des modèles éducatifs un peu discutables, enfin, qui nous posent question au niveau de l'enfant, comment il va grandir. Donc, je voulais votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'on peut parler de déficit d'autorité ou pas de la part des familles actuellement? On voit un accroissement de problèmes liés à ces situations. Déficit d'autorité. Je suis d'accord qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Et actuellement, toutes les institutions, et notamment l'institution scolaire, est bousculée. Et de façon, effectivement, est critiquée. Et la situation des enseignants, leurs conditions de travail, etc., est telle qu'on ne peut que vous admirer pour le boulot quand même que vous arrivez à faire. Première chose. Deuxième chose, je pense effectivement qu'il y a une focale sur cette question de l'autorité aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on parle d'autorité. J'ai travaillé, enfin j'ai vécu, moi, quand j'étais jeune, et surtout après, j'ai travaillé longtemps, je vous disais, dans les quartiers populaires, enfin les quartiers à risque, là. Dans ces quartiers-là, quand on y vit concrètement, je sais que j'ai des collègues là qui travaillent en prévention spécialisée, donc j'espère que ça leur fait écho. Mais quand on vit concrètement les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui vivent au quotidien, tous les jours dans ces environnements, on peut comprendre, à un moment ou à un autre, qu'effectivement, ils se trouvent en difficulté au niveau de l'éducation de leurs enfants. La difficulté, à mon avis d'ailleurs, elle ne vient pas trop du fait qu'ils ne sauraient pas éduquer leurs enfants. Le problème, c'est qu'à un certain moment, face à ces difficultés, les enfants eux-mêmes commencent à avoir du mal à considérer leurs parents comme étant des possibles éducateurs. Et se développe, et de ce point de vue-là, il peut y avoir quelque chose de pervers qui se développe. Ce qui est très inquiétant à ce moment-là, c'est que les enfants peuvent considérer eux-mêmes, développer des images négatives sur leurs parents, et surtout si ces parents-là sont effectivement dans des situations difficiles. Je vais vous donner un exemple, pour être plus clair. Je vous parlais de Guillaume tout à l'heure. Guillaume, il m'a appris quelque chose de très très important quand je travaille dans un quartier. Il m'a dit un jour, si tu veux comprendre pourquoi les parents s'en sortent pas avec leurs gamins, il faut d'abord que tu comprennes ce qui se passe et pourquoi ils ont honte. Alors, l'exemple, je vais en parler en deux mots. J'étais dans mon bureau et on voit passer devant mon bureau, dans une cité difficile, on voit passer un père de famille que je connaissais bien parce que c'était le père des 2 délinquants, les chefs de bande du quartier. Et ce père de famille, il marchait complètement courbé, avec vraiment une courbure importante au niveau de son dos. J'étais avec Guillaume et Guillaume me dit « Regarde ce monsieur ». Parce que je faisais part à Guillaume du fait que je ne comprenais pas justement pourquoi les parents n'assuraient pas mieux leur boulot, quoi. Il me dit, mais regarde ce monsieur, l'explication, elle est là. Alors je regarde Guillaume, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu vois bien comment il marche. J'ai le réflexe à la con de lui dire, en plus de tous les problèmes qu'on connaît pour ce monsieur, bon, c'est un monsieur musulman, quand il est à la mosquée, il était tellement mal vu sur le quartier qu'y compris personne ne mettait le tapis à côté de lui, parce qu'ils en avaient honte. Enfin, il était exclu dans sa propre communauté, sa femme le trompait, ses gamins lui crachaient dessus. Il était dans une situation donc de déficit au niveau parental incroyable. Et donc je dis à Guillaume, je lui dis, oh ce monsieur, il faudrait bien qu'on l'envoie chez un kiné rapidement, il faut qu'on l'aide à aller chez un kiné. Et à ce moment-là, Guillaume éclate de rire, il me dit, ce monsieur au dos, il va très bien, t'inquiète pas, c'est pas un problème de santé, c'est un problème de honte. Il est incapable de... Pourquoi? Parce que, et il me dit à ce moment-là, ces gamins que tu connais, là, les 2 leaders, les 2 frangins là, qui étaient baraqués et qui impressionnaient tout le monde, il me dit la verticalité. Alors ces gamins, eux, quand ils marchaient droit, avec même la tête, vous savez, le menton un peu levé. Ce qui fait que quand on marchait en face d'eux, on baissait le regard. Tout le monde baissait le regard. Hein. Et il me dit la verticalité des mômes compense l'horizontalité des pères. Et donc le problème de la réputation qui peut se naître quand des difficultés éducatives arrivent dans un quartier peut faire effectivement que la question de l'autorité ou l'exercice d'autorité devient compliqué. À mon avis, ce n'est pas forcément un problème simplement individuel, c'est un problème social. Nous avons le temps d'une toute dernière question. S'il y en a. 3, 2, 1, 0. Oui, vous pouvez rajouter quelque chose. Ah, trop tard.
Bonjour, alors Maud, éducatrice à EMO, depuis bientôt 13 ans. Je suis passée par beaucoup d'étapes dans ma pratique, entre voilà, très proche des parents, très proche de l'enfant, voilà, tout ça en 13 ans. Effectivement, ce qui nous réunit, je pense, en EMO, c'est vraiment la question du temps de l'enfant, temps du parent. On en a parlé tout à l'heure, j'étais assez... J'avais envie d'intervenir quand la personne a parlé de, je crois, 2 enfants, voilà, décédés peut-être, voilà, dans un cas particulier. C'est vrai que le temps de l'enfant, ça nous occupe beaucoup. Est-ce que vous auriez des outils à nous proposer pour réduire ce temps de la rencontre, de façon à tenir... Alors c'est très particulier parce que je pense qu'on a un savoir-être entre l'empathie, voilà, plein de choses qu'on a besoin, mais le savoir-faire, des fois, je pense qu'on en manque pour réduire, personnellement dans notre service, après, voilà. Ou peut-être que la salle a expérimenté des choses pour réduire ce temps de rencontre si nécessaire à la construction, co-construction et ce qu'on veut. Voilà, merci. Je crois que je vais vous décevoir. Non, je n'ai pas de solution. Et par contre, peut-être que vos collègues en ont. En plus, je serais quand même gonflé. Je suis retraité là aujourd'hui. Je suis loin du terrain de toutes ces difficultés. Et en plus de ma position, entre guillemets, d'intellectuel, ce serait vraiment quand même assez gonflé de ma part de vous donner quelques conseils que ce soit. Donc, en termes d'outils concrets et de solutions, je n'ai pas à vous donner. Et je suis sûr qu'en fait, les ressources, vous les avez entre vous. Bon. Par contre, ce que je crois, ce qui est important aussi, c'est de considérer que ces questions-là, effectivement, nécessiteraient des recherches, des réflexions entre toutes les catégories d'acteurs. Ce que je regrette, et j'insiste là-dessus, il y a des congrès professionnels comme ceux-là qui sont absolument... Enfin, j'ai passé 2 très bonnes journées, je suis sûr que je vais passer une 3e très bonne journée. Je trouve que le climat, la qualité des interventions, la qualité de la réflexion, des réflexions qui sont faites, c'est très précieux. Alors, je vais être un peu provocateur. Donc, vous allez acquérir des savoirs à travers cette journée, et vous allez acquérir une expertise encore renforcée, une réflexion encore un peu plus approfondie. Le problème, c'est que quand vous irez sur le terrain, vous aurez affaire à des populations qui, malheureusement, font rarement des colloques, sont peu organisées. Et même quand collectivement, d'ailleurs, ils veulent le faire, c'est un peu suspect. Hein. Alors peut-être que notre boulot à nous, là aujourd'hui, ce que j'ai envie d'espérer, je vais rêver, I have a dream, je vais rêver que, rapidement, des personnes, entre elles, des parents, des enfants entre eux, puissent trouver les moyens de réfléchir ensemble aux mêmes questions qu'on s'est posées aujourd'hui. Et une fois qu'il y aura ces réflexions, à ce moment-là, ça vaudra le coup de faire un grand colloque où il y aura les enfants qui réfléchissent collectivement à ces questions, des parents, y compris en difficulté à protéger son enfance, qui réfléchissent à ces questions, et vous-même. Et là, je pense qu'on ferait un sacré bond. Parfait, donc nous comptons sur vous pour organiser ce colloque, avec d'autres bien évidemment, puisqu'il faut être dans la co-construction. Pavot. J'ai 3 petits dessins. Alors, sans transition, j'ai un premier dessin sur cette question de la collaboration avec les parents. Je crains le pire. Je m'en doutais. Voilà, le pire est advenu. Qu'est-ce que j'ai? Oui, vous nous avez parlé à un moment de la corrélation, ou la possible corrélation entre pauvreté et placement. Alors j'ai ça. Et puis vous nous avez parlé aussi de ces étiquettes que l'on collait dans le dos. C'est un petit dessin en termes d'alerte, parce que lundi c'est le 1er avril. Hein. Voilà, c'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. Très bien. Donc, micro-trottoir numéro 7. Et avant la dispersion de la pause, j'aurai quelques informations à vous donner. Donc, d'abord, le micro-trottoir. La parentalité, c'est lorsque les parents ont une pleine confiance dans leurs enfants et inversement, et qu'il y a un partage entre les deux.
Voilà, être très proches les uns des autres. D'accord. Les écouter, mais dans les deux sens. La parentalité, le fait d'être parent, de faire ce qu'il faut en tant que parent. Bah, en gros, ça. Avoir le devoir de s'occuper de ses enfants tout au long de leur vie et surtout de leur apporter beaucoup d'amour et d'estime d'eux-mêmes. Sébastien, 50 ans. La parentalité, pour moi, c'est accompagner ses enfants, être présent au quotidien, dans les bons et les mauvais moments. Thomas, j'ai 46 ans. Alors pour moi, la parentalité, c'est d'apprendre à gérer son stress. Car en fait, on a tout le temps peur qu'il arrive quelque chose à nos enfants, parce qu'on vit dans un monde de fous. Et ça rejoint la protection de l'enfance, car on fait tout pour que rien ne leur arrive, en fait. Bah déjà, bien élever ses mômes, qu'ils fassent pas de conneries. C'est surtout ça. Ouais, l'éducation, mais oui, c'est d'abord puis le respect. Il faut du respect, parce qu'autrement, c'est le bordel. Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. Bon, vous avez entendu, il faut du respect, sinon c'est le bordel. Donc, je compte sur vous, après les annonces que j'ai à vous faire, pour que vous soyez tous présents à 15h23, surtout que c'est l'annonce des indices du jeu par la commission animation. Mais avant quelques informations, j'ai reçu dans l'intervalle un message de Madame la Présidente en personne qui me dit donc de vous rappeler que les adhésions sont à 1 €, que pour adhérer, vous pouvez vous rendre au stand du CNAEMO juste en sortant. Alors si vous n'êtes pas plus doué que moi avec les QR codes, il y aura une assistance. Et compte tenu du fait que l'adhésion est à 1 €, alors qu'il fut un temps où elle était à 20 €, c'est-à-dire une baisse de 95% du prix, ce qui est quand même pas mal. Eh bien, ça veut dire que, et compte tenu de l'inflation, sans augmentation du prix, vous pouvez, pour 21 €, acquérir également Parentalité et après, qui est un ouvrage indispensable, coécrit par des auteurs de renommée internationale, peut-être même interplanétaire, et vous l'aurez donc à un prix préférentiel, puisque d'habitude, il est à 25 €. Donc 21 €, Parentalité et après, et l'adhésion au CNAEMO. Voilà, merci.